Hypnose et santé, le podcast d'Emergence. L'hypnose médicale, c'est indiqué, c'est contre-indiqué, c'est pas indiqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes? Déjà, une indication, qu'est-ce que c'est? D'habitude, quand on dit indication, on parle de direction géographique. Pouvez-vous m'indiquer où est la boulangerie, s'il vous plaît? Donc quand on dit indication en médecine, ça ne veut pas dire qu'on va donner des directions. Mais ça veut dire, est-ce qu'un traitement a sa place chez ce patient? Alors, quand on parle d'indication de l'hypnose, c'est un peu compliqué parce que c'est une technique où à la fois on dit que ça peut aider tout le monde, ça peut soigner, ça peut faire du mieux-être. C'est ce qui d'ailleurs justifie pour certains de s'autoriser à faire une technique médicale alors qu'ils ne sont pas professionnels de santé. Et par ailleurs, il y a vraiment eu des études cliniques, scientifiques, randomisées, c'est-à-dire avec deux groupes qui sont soignés pareillement, sauf que dans un groupe il y a de l'hypnose, dans l'autre il n'y en a pas. Et de plus en plus ces dernières années, disons ces dernières 20 années, il y a eu des études scientifiques de relativement bonne qualité. Je dis relativement pourquoi? Parce qu'il manque juste un élément très important. Quand on fait une étude scientifique, on essaye d'être vraiment le plus objectif possible, et donc on dit que l'investigateur, c'est-à-dire celui ou celle qui fait la recherche, doit être en aveugle du traitement, c'est-à-dire ne doit pas savoir ce que le patient reçoit. Est-ce qu'il reçoit l'hypnose ou pas? Sauf que dans les techniques de psychothérapie en général, on ne peut pas faire cet aveugle-là. On ne peut pas parce que on sait quelle technique on fait ou on ne fait pas. Mais on ne peut pas cacher, comme quand on teste un médicament contre du placebo, qui est une gélule de sucre par exemple, où on ne peut pas savoir visuellement, puisque les deux se ressemblent à l'identique et ont le même poids. Et donc quand on fait des essais cliniques pour tester l'hypnose, il n'y a pas d'aveugle. Donc c'est une perte de qualité nécessaire. Et alors, dans quel cas est-ce que vraiment ça a été mesuré comme efficace en moyenne? C'est vraiment la douleur et l'anxiété aiguë. Notamment quand il y a des gestes douloureux, quand il y a des opérations, quand il y a des prélèvements, quand il y a des biopsies. Ça a été testé chez les enfants, ça a été testé chez les adultes, ça a été testé chez les personnes âgées. Par exemple, l'année dernière, en 2022, un papier est sorti qui testait l'hypnose chez les personnes qui arrivaient aux urgences, qui allaient avoir une ponction lombaire lorsqu'ils avaient des troubles cognitifs. Ils se sont demandé est-ce que ça allait améliorer la perception du geste. Il semblerait que non. Mais par contre, les patients avaient l'air moins stressés, donc plus confortables. Et dans le groupe hypnose, la durée de la ponction lombaire était plus courte. Donc c'est intéressant ce genre d'étude, parce qu'en mesurant l'efficacité clinique et en mesurant aussi les autres paramètres, comme la durée du geste, on peut se rendre compte que ça nous permet de mettre de côté une des croyances terribles qui est que l'hypnose nécessite forcément beaucoup de temps. Ben non, pas forcément. La preuve, les gens qui recevaient l'hypnose dans cette étude-là avaient une ponction lombaire qui durait moins longtemps que ceux qui n'avaient pas d'hypnose. Alors, quelles indications ont été retenues? Le rapport de l'INSERM de 2015 a retenu comme indication principale 1. La douleur et l'anxiété aiguë, et 2. Les troubles fonctionnels intestinaux, surtout chez l'enfant. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que l'hypnose faisait mieux que le traitement habituel standard dans le traitement des colopathies ou troubles fonctionnels intestinaux chez les enfants. Et qu'en est-il en psychiatrie? En psychiatrie, il y a une contre-indication habituelle qu'on entend depuis très longtemps dans les formations qui serait que l'hypnose serait contre-indiquée dans la schizophrénie. Mais alors, qu'est-ce qu'une contre-indication? Une contre-indication, c'est plus que l'inverse d'une indication. C'est de dire que ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas du tout recommandé et ce serait même recommandé de ne surtout pas le faire. Un vrai exemple de contre-indication, c'est par exemple quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque et qui n'arrive plus à pomper son sang parce que son cœur est fatigué, de le remplir de trop de sérum physiologique salé. Un autre exemple de contre-indication, c'est de donner un médicament à quelqu'un qui est allergique. Un autre exemple de contre-indication, ce serait de donner de l'alprazolam, qui est un anxiolytique, un calmant, si vous voulez, à des gens qui sont en insuffisance au niveau du foie, qui ne marchent plus, ou en insuffisance respiratoire, parce que leurs poumons, à ce moment-là, ont du mal à respirer correctement. Ça, c'est une contre-indication. Et alors, est-ce que la schizophrénie est vraiment une contre-indication pour l'hypnose? C'est basé sur quoi? Normalement, on base ce genre de décision sur des faits, sur des études.
Quand par exemple on étudie un médicament, on regarde quels sont les bénéfices, de combien ça améliore les choses et qu'est-ce qui aggrave, qu'est-ce qui génère des problèmes. Le souci, c'est que dans la schizophrénie, il y a eu extrêmement peu d'études pour l'hypnose. J'ai fait une recherche il n'y a pas longtemps sur une des bases de données de référence de la littérature scientifique qui s'appelle PubMed. Et sur PubMed, je n'ai trouvé que 103 résultats en cherchant hypnose et schizophrénie. Et pour la plupart, c'était des avis, des gens qui racontent leur vie sur comment ils l'ont fait ou comment ils l'ont pas fait, des débats théoriques entre personnes très intelligentes. Jusqu'à ce que je trouve un rapport Cochrane de 2007, de la fondation Cochrane, qui a pour habitude d'analyser les études scientifiques, et qui, eux, ont réussi à trouver 3 études hypnose et schizophrénie, très anciennes, puisque toutes les 3 dataient des années 70 à 80. Avec, en tout et pour tout, si on somme les 3 études, il y avait à peine 150 patients. Et certains, dans une des études, n'étaient suivis que sur une semaine. Ce qui est problématique parce que la schizophrénie, c'est une maladie à vie. Donc, suivre les gens sur seulement une semaine, c'est pas très rigoureux comme méthodologie. Toujours est-il que, pour prendre des décisions, il faut se baser sur les données de la science déjà existantes et publiées. Donc, de ces 3 études, avec ces 150 patients en tout, qu'est-ce qu'ils ont pu conclure les critiques de la revue Cochrane ? Eh bien, ils ont écrit que l'hypnose n'a pas d'efficacité particulièrement démontrée, mais n'a pas non plus de problème de tolérance particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que proposer à une personne qui souffre de schizophrénie de faire de l'hypnose, c'est plutôt à titre expérimental, vu qu'il n'y a aucun élément pour l'instant pour prouver que ça marche. Potentiellement, ça ne sert strictement à rien. Mais à côté de ça, ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune donnée particulièrement publiée sur des soucis associés à l'utilisation d'hypnose chez ces patients. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus de justification scientifique à ce stade à l'interdire non plus. Donc si ça ne marche pas particulièrement, et si c'est pas particulièrement dangereux, dans ce cas, au cas par cas, ça se discute. Est-ce que ça vaut le coup de tenter ? Est-ce qu'il y a peut-être des moments où ça pourrait aider ? Et effectivement, quand quelqu'un est en train de complètement délirer, qu'on ne peut pas communiquer avec cette personne du tout, ça pose question, quelle idée de vouloir proposer l'hypnose ? C'est pas que c'est indiqué ou contre-indiqué, c'est que on ne devrait même pas se poser la question de faire ça à ce moment-là. Alors qu'à d'autres moments où la personne elle est un tout petit peu plus stabilisée, un tout petit peu moins en train de délirer, peut-être que ça peut l'aider, mais à condition que ce soit utilisé avec des techniques encourageant la reconnexion à soi, c'est-à-dire lutter contre le réflexe de la maladie qui pousse à plutôt s'isoler, rester chez soi, ne voir personne, ne pas voir ses amis, sa famille, etc. À titre d'exemple, j'aimerais citer le travail du docteur Juliette Grémion qui n'a pas encore publié ses résultats d'une étude qu'elle a fait dans son service auprès d'une trentaine de patients qu'elle suivait, qu'elle connaissait et qui ont pu bénéficier, certains en étant vraiment très contents d'avoir gagné en confort grâce à l'utilisation des techniques issues de l'hypnose et de la même manière avec une tolérance qui était quand même relativement bonne, il n'y a rien passé de grave. Alors par souci de transparence, je vais quand même citer 2-3 papiers que j'ai trouvés sur PubMed qui, eux, oui, ont fait preuve de signes dissociatifs graves après des séances d'hypnose. C'était des personnes qui avaient participé à des hypnoses de spectacle, qui sont connues pour être particulièrement directives et dominatrices comme technique. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait 2-3 papiers isolés, de cas isolés de personnes qui s'étaient retrouvées en grande détresse après l'hypnose de spectacle. Par souci de transparence, je vous signale que c'est pas non plus complètement anodin et il semblerait que faire de l'hypnose de spectacle, c'est dangereux. En tout cas, plus que quand c'est fait dans un milieu médical sérieux. Si certains d'entre vous souhaitent les références précises de ces études, vous pouvez nous contacter pour les récupérer ou aller chercher un des articles en cours de rédaction que nous avons sur le sujet. Voilà, merci, à bientôt. Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.